Monsieur... Ah, très bien. Monsieur Correa, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible rapidement pour répondre à nos questions. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation, l'ICIJ, ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes, réservé jusqu'alors en grande partie aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque, et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans le cadre des révélations des Uber Files, il est apparu que la société Uber avait commencé son action de lobbying en France à partir de 2013 pour convaincre les décideurs publics de modifier des règles en vigueur dans le secteur du transport des particuliers afin de faciliter l'activité des VTC et remettre en cause le monopole réglementaire des taxis pour diversifier l'offre au service de consommateurs. On souhaitait vous entendre aujourd'hui car nous avons remarqué que le Conseil de la concurrence puis l'autorité de la concurrence ont rendu de nombreux avis concernant le fonctionnement concurrentiel de ce secteur. Ainsi, 11 avis ont été rendus au gouvernement entre 1987 et 2020 par votre autorité, de sorte que votre expertise nous paraît aujourd'hui essentielle pour comprendre comment le secteur du transport public particulier de personnes a évolué ces dernières années face à l'essor des VTC et plus particulièrement des plateformes numériques telles qu'Uber. Je vous remercie donc d'avance de l'état des lieux que vous pourrez brosser pour éclairer les travaux de la Commission. Par ailleurs, il ressort des Uber Files que la DGCCRF, dont nous avons auditionné la directrice plus tôt aujourd'hui, a mené des contrôles et opéré des visites et saisies dans les locaux de l'entreprise Uber en novembre 2014. Ces contrôles ont été rendus difficiles car la société Uber a utilisé un... Justement, non, du coup, elle nous a dit que non. Du coup, le kill switch n'a pas eu lieu. Non, elle n'a pas dit ça. Oui, on verra. Non, elle a dit qu'à l'époque, on ne savait pas s'il y avait... On ne connaissait pas l'existence du key switch. Et pas qu'il n'avait pas eu lieu. Bon, écoutez, en tout cas, on peut passer. De toute façon, on vous posera des questions sur ces questions. Mais est-ce que vous pouvez nous indiquer si l'autorité de la concurrence a déjà été saisie par la DGCCRF ou par des concurrents sur des pratiques potentiellement anti-concurrentielles d'Uber? Et a priori, aucune décision concernant le secteur de transport particulier de personnes n'est publiée à ce jour sur votre site internet. De façon plus générale, l'autorité de la concurrence a-t-elle été amenée à sanctionner des pratiques anticoncurrentielles de la part de plateformes numériques de ce type? Et si oui, pour quel motif? Dans le cadre des travaux de notre commission, nombreux sont ceux à dénoncer aujourd'hui que le fait que la société Uber, on en a parlé tout à l'heure, aurait subventionné à perte des courses de chauffeurs avec lesquels elle travaillait pour s'imposer comme l'opérateur dominant sur le marché de la réservation préalable de VTC, avant, bien sûr, d'augmenter ses tarifs pour pouvoir obtenir un profit une fois qu'elle avait atteint une position dominante ou en tout cas centrale sur le marché. Donc, je voudrais vous interroger aussi sur cette question. On aura d'autres questions bien sûr, mais je vais vous laisser la parole. Je vous remercie d'avance de votre éclairage. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières questions avant d'entamer les échanges, je vous précise que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Très bien, merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure. Avant de répondre à vos questions, je vais peut-être, à titre liminaire et vraiment rapide, expliquer quel a été le mode d'intervention et la philosophie de l'autorité de la concurrence dans la séquence, le processus d'ouverture à la concurrence du marché du transport particulier de personnes. Rapidement, puis je suis naturellement prêt à rentrer dans le détail des différents avis si vous le souhaitez. Peut-être en indiquant d'abord pour poser le décor que l'autorité de la concurrence peut intervenir de trois manières, de manière contentieuse sur des plaintes ou en se saisissant elle-même
sur des pratiques anticoncurrentielles. En matière de contrôle des concentrations, c'est-à-dire pour contrôler des fusions ou des acquisitions dans un secteur, et de manière consultative, soit là encore de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement ou du Parlement ou d'organismes professionnels. Et l'essentiel de l'intervention de l'autorité de la concurrence dans le domaine du transport particulier de personnes a été sur le mode consultatif. Donc à partir de disons de 2009, de la loi Novelli, il y a eu une floraison d'initiatives dans différents sens d'ordre législatif ou réglementaire, qui a amené le gouvernement à saisir régulièrement l'autorité de la concurrence, et c'est ça qui forme la substance des avis qu'a donné l'autorité. Voilà. En revanche, il y a eu très peu d'actions contentieuses, et on peut revenir là-dessus naturellement dans la discussion. Et donc, pour résumer quelle a été cette intervention de l'autorité de la concurrence, je voudrais d'abord dire que elle s'inscrit dans un... Elle ne date pas de 2013, enfin des faits qui vous intéressent. Elle s'inscrit dans un contexte historique beaucoup plus long. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce que disait le rapport Armand-Rueff du marché des taxis. Donc c'était en 1960. Le rapport Armand-Rueff disait qu'il fallait augmenter le nombre de licences pour lutter contre les rentes artificiellement créées au détriment du consommateur. C'est les termes d'Armand et de Rueff. Donc, ce qui montre que l'angle concurrentiel, disons, de cette discussion est quelque chose qui est bien identifié depuis longtemps. Et le Conseil de la concurrence s'est prononcé dès 1987 sur la tarification des courses de taxi, par exemple. Mais il est vrai que l'activité de l'autorité de la concurrence a accéléré quand l'activité réglementaire et législative a accéléré. Et philosophiquement, le souci de l'autorité de la concurrence a toujours été de soutenir l'ouverture du marché pour le bénéfice du consommateur ou de l'usager, mais également d'assurer l'équité des conditions d'exercice entre les nouveaux entrants et les acteurs en place, mais également entre nouveaux entrants. Ce principe d'équité, c'est un principe général, donc c'est pas, et certainement pas au bénéfice d'une entreprise particulière. Et ça serait à nouveau notre souci si on était saisi dans ce secteur. Alors pour résumer très brièvement la teneur de ces différents avis, et là encore, je vais aller rapidement. Les principaux avis de l'autorité de la concurrence sur ce marché ont été rendus en 2013, en 2014 et en 2017. En 2013, c'était sur le décret dit 15 minutes, donc le décret qui imposait un délai obligatoire de 15 minutes entre la réservation d'une voiture et la prise en charge du client, sur lequel l'autorité de la concurrence a émis un avis défavorable, en considérant que le délai de 15 minutes n'était ni nécessaire ni proportionné aux objectifs affichés. Et à un niveau plus profond, si vous voulez, que les éventuels comportements illicites de VTC, notamment le racolage ou le contournement de l'interdiction de maraudage pour les VTC, ne relevaient pas de la concurrence, mais de la fraude, puisque c'était interdit, et donc constituaient un problème de police, et pas un problème certainement sanctionnable, condamnable et sanctionnable, mais n'était pas une question de concurrence. Voilà, pour résumer la logique générale de l'autorité de la concurrence sur ce décret. Et à cette occasion, l'autorité de la concurrence, et je crois que c'est important pour la suite, a distingué deux marchés. Vous savez que la concurrence fonctionne beaucoup par définition de marché, puisqu'on va examiner le pouvoir des différents acteurs marché par marché. Et donc, à cette occasion, l'autorité a distingué un marché de la réservation préalable, sur lequel les taxis sont en concurrence avec les VTC, et un marché de la maraude, ou d'un marché sans réservation préalable, sur lequel les taxis disposent de manière constante d'un monopole légal. Et ce sont des faits qui s'imposent dans la loi. Donc l'autorité de la concurrence n'a jamais cherché à commenter cette distinction et n'a jamais contesté la pertinence du monopole légal des taxis sur le marché de la maraude, qui est une disposition qui relève de considérations de police de la circulation et de gestion de la voie publique, et qui n'ont rien à voir avec la concurrence. Donc on s'est inscrit dans ce cadre général, avec ces deux marchés.
Alors, donc ça a été la première intervention, et comme vous le savez, ce décret a ensuite été suspendu, puis annulé par le Conseil d'État. Le deuxième moment important d'intervention de l'autorité de la concurrence, ça a été en 2014, après le vote de la loi Thévenoud, et au moment donc des décrets d'application de la loi Thévenoud, sur lesquels l'autorité a émis un avis globalement favorable à la loi Thévenoud, mais avec plusieurs recommandations qui visaient tous à ce que l'ensemble de la profession des VTC soit traitée sur un pied d'égalité. En particulier, l'autorité a été critique de l'instauration d'une obligation de retour à la base, qui était dans la loi Thévenoud. Je vous passe les arguments que vous connaissez, qui étaient que le retour à la base était difficile à contrôler et présentait un caractère disproportionné par rapport au problème qu'il cherchait à résoudre, qui était celui du racolage aux abords des gares et des aéroports par des VTC qui entraient en concurrence illégale avec des taxis. Et donc l'autorité avait suggéré une autre approche qui était d'avoir plutôt des dispositifs de contrôle du racolage, tels que la vidéosurveillance aux alentours de ces lieux, un accès sécurisé aux zones de prise en charge, etc. Vous voyez que c'était des points assez précis sur la loi Thévenoud. Et l'autorité a aussi souligné la différence de traitement entre les VTC traditionnels qui étaient héritiers du statut de grande remise et les VTC intermédiaires opérant à partir de plateformes en ligne. Et enfin, l'autorité a préconisé de supprimer l'exigence de garantie bancaire pour démarrer dans la profession, qui introduisait une différence à l'entrée dans la profession entre les taxis et les VTC. Ça, c'est pour 2014. En 2017, l'autorité est intervenue sur les décrets d'application de la loi Grand-Guillaume, qui avait été votée, enfin promulguée en 2016, et notamment sur 2 articles de la loi Grand-Guillaume qui soulevaient des questions concurrentielles concernant la mise en place d'un nouvel examen pour les VTC, les conditions d'exercice de l'activité de taxi et de l'activité de VTC, dont la reconnaissance de l'expérience professionnelle des taxis et des VTC, et accessoirement le transfert aux chambres de métiers et de l'artisanat de l'évaluation des candidats. Et donc l'autorité a, là encore, cherché à harmoniser le terrain de jeu, les conditions d'exercice pour des professions comparables, les taxis, les VTC, les motos taxis, enfin moto pro, les lotis légers, qui était un élément important de la loi Grand-Guillaume, avec, par exemple, l'idée que les taxis... D'abord, l'autorité a remarqué que l'accès à la profession de VTC avait été gelé depuis l'entrée en vigueur de la loi Grand-Guillaume l'année précédente, en 2016, puisque les examens avaient été suspendus à l'époque. Et les équivalences étaient inexistantes, et donc il y avait un risque de perte d'emploi, de licenciement sur les quelques 15 000 conducteurs qui étaient salariés lotis à l'époque, et qui auraient souhaité continuer à exercer au sein de leur entreprise. Donc à travers cet angle-là, vous voyez que le message était, pour des professions comparables, les conditions d'entrée dans le métier, mais aussi de reconnaissance des qualifications, doivent être comparables, sous peine de créer des inégalités entre les différents statuts. Et de même, l'autorité à l'époque a soutenu que les taxis devaient pouvoir travailler en tant que VTC, en masquant leurs équipements spéciaux, enfin leur enseigne de taxi, et que réciproquement la nouvelle signalétique VTC soit amovible. Donc la philosophie était d'assurer une fluidité entre les différents statuts. Puis il y a également des considérations sur l'organisation des examens et l'évaluation des candidats par les chambres de métiers et de l'artisanat, à un moment où un certain nombre d'acteurs craignaient que les chambres de métiers et d'artisanat ne soient pas objectives et favorisent les taxis par rapport aux VTC. C'était un débat de l'époque qui a été réglé depuis, avec notamment le décret qui permet aux chambres de métiers et d'artisanat de déléguer l'organisation de cet examen, sur lequel l'autorité s'est aussi prononcée par un avis en 2020. Voilà, donc ça c'est les grands axes d'intervention. Il y a eu d'autres avis qui concernent la profession de taxi, pas seulement les VTC,
En juin 2015, l'autorité de la concurrence a approuvé le principe d'un forfait pour la desserte des aéroports et préconisé de l'étendre à d'autres grandes destinations. De même, en décembre 2015, l'autorité s'est prononcée sur un projet de décret qui mettait en place le registre de disponibilité des taxis. Et l'autorité s'est également prononcée sur un projet de décret en application de la loi Grand-Guillaume, mais qui concerne la collecte des données dans le secteur du transport public particulier de personnes, pour, là encore, assurer une égalité des obligations de transmission de données et d'accès aux données entre les données produites par des VTC et les données produites par des taxis. Donc, je crois que je vais m'arrêter là après cette longue liste, mais vous voyez que, il y a une sorte de perspective historique et de progression qui est ancrée en fait dans la durée, et avec un principe constant qui est de reconnaître les évolutions souhaitées par le législateur et de reconnaître les contraintes extra-concurrentielles souhaitées par le législateur. Je pense en particulier à l'interdiction de la maraude pour les VTC, qui est quelque chose dont l'autorité de la concurrence a toujours considéré qu'elle s'imposait à elle. Mais dans ce cadre-là, de rechercher toutes les mesures, aussi bien sur les conditions d'exercice au quotidien que sur l'accès à la profession et à la qualification dans la profession, pour égaliser les conditions d'exercice sur les différents segments du marché, VTC, LOTI quand ça existait, et taxi. Voilà, je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. J'ai été amusé de vous entendre citer le comité REF-Armand, parce que j'ai moi-même trouvé une citation qui dit « La limitation réglementaire du nombre de taxis nuit à la satisfaction de la demande et entraîne la création de situations acquises dont le transfert payant des autorisations de circulation est la manifestation la plus critiquable. » Et nous avons auditionné Jacques Attali ce matin, qui, 40-50 ans plus tard, faisait un constat assez similaire. Avant de vous interroger sur les VTC, en fait, justement, laissez-moi vous poser cette question. J'entends bien qu'il y a des monopoles légaux et d'autres qui sont acquis par voie de marché. Mais n'y a-t-il pas tout de même un paradoxe à ce que l'autorité de la concurrence, au fond, ne se saisisse pas de la question des taxis, où on a là vraiment des entraves au fonctionnement du marché, à la libre concurrence et à l'intérêt du consommateur, et en revanche soit saisi une fois qu'un nouvel acteur, d'une certaine façon profitant aussi du dysfonctionnement préalable du marché du taxi, une fois qu'un nouvel acteur est entrant, alors avec bien sûr les règles d'équité que vous avez mentionnées, équité du nouvel acteur par rapport aux sortants, équité des nouveaux acteurs entre eux, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'on est un monopole légal qui est toléré, sur lequel vous ne statuez pas, et après on a des nouveaux acteurs concurrentiels qui, eux, en revanche, sont la cible des autorités publiques sur le sujet? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, l'autorité de la concurrence s'est toujours prononcée sur les obstacles à la concurrence sur ce marché. Je mentionnais l'avis de 1987 du Conseil de la concurrence, de 2004. 87, c'était sur les tarifs, c'était un peu différent, mais il y a un avis du 29 janvier 2004 sur saisine de la Fédération nationale des taxis indépendants qui se prononce sur les obstacles à la concurrence sur le marché des taxis. Donc ça c'est complètement antérieur à la période dont on discute aujourd'hui. D'autre part, oui, c'est vrai que tout ceci a été déclenché par l'entrée de nouveaux acteurs. Ces acteurs n'étaient pas forcément Uber. J'ai parlé le premier avis que j'ai mentionné, qui est celui de 2013 sur le décret 15 minutes. Vous vous souvenez peut-être que quand le décret 15 minutes a été suspendu puis annulé par le Conseil d'État, c'était sur saisine de Allocab, pas du tout d'Uber, qui en 2013 était beaucoup moins offensif sur ce marché. Donc oui, nouveaux entrants, oui, mais pas toujours les mêmes. Et enfin, l'autorité de la concurrence le domaine d'une manière générale, au-delà de la question dont nous discutons aujourd'hui, la concurrence s'arrête là où commencent les considérations d'ordre public. Et donc sur l'interdiction de la maraude, c'est une considération d'ordre public, de gestion de la voirie, que l'autorité de la concurrence ne s'est pas considérée comme compétente pour contester. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines.
Et est-ce que je peux vous interroger, et puis après je me tournerai vers la rapporteure, sur la question plus précisément qui a animé certains des débats de notre commission, de l'examen, vous l'avez mentionné, hein, de l'examen pour devenir chauffeur VTC. Il y a eu un certain nombre de décrets qui sont passés, je crois en 2013, puis en 2016 ou 2017, si je ne m'abuse, qui ont changé à plusieurs reprises, certains qui plaçaient une barrière quand même assez haute pour l'obtention d'une licence de chauffeur de VTC, et d'autres qui l'ont aligné entre chauffeur VTC et taxi. Est-ce que vous pouvez nous parler des débats que vous avez vus, notamment dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire plutôt 2013-2017, sur le sujet? Est-ce que vous considérez d'ailleurs qu'on a fini par atterrir sur une situation qui est acceptable, concurrentielle, équitable pour les conditions d'obtention, et notamment les examens de formation pour les chauffeurs VTC et taxi? Alors sur les examens, l'intervention principale de l'autorité a été donc en 2017 lors de l'examen des décrets d'application de la loi Grand-Guillaume. Et le message de l'autorité de la concurrence était pas tant sur la difficulté de l'examen, mais plutôt sur l'égalité d'accès ou la différence des examens. Et l'autorité a conclu qu'il n'était pas justifié d'avoir des examens d'accès différents entre les VTC, les motopros, les conducteurs lotis légers, dans la mesure où les professions étaient comparables, les enjeux de sécurité des passagers étaient comparables, et que le marché était le même, s'agissant des marchés avec réservation. Voilà, donc là encore, hein, la boussole de l'autorité de la concurrence, ça a été l'égalité des conditions d'accès et d'exercice, plus que la substance, disons, de ce qu'il fallait mettre dans ces examens. Merci. Lorsqu'on a auditionné la DGCCRF, on est revenu sur cette histoire révélée par les Uber Files, qui visait à dire qu'en novembre 2014, il y avait eu une perquisition à Lyon des services de la DGCCRF. Alors la DGCCRF, elle, a précisé lors de l'audition qu'il ne s'agissait pas d'une perquisition, mais d'un déplacement pour récupérer, enfin d'une intervention sur place pour récupérer des documents qui ne justifiaient pas l'intervention d'un juge. Il y avait une démarche en justice qui avait lieu en parallèle sur l'action d'Uber Pop. Y avait-il nécessité à ce moment-là aussi de transmettre une plainte ou pas à l'autorité de la concurrence? C'est une question que je me pose. Par ailleurs, dans les éléments d'Uber Files, on comprend aussi, et puis même les éléments, de toute façon, les souvenirs de l'époque montrent bien que pour intervenir sur le marché, Uber a d'abord utilisé, exploité la petite niche du statut de loti avant d'en être interdite. Ensuite, a essayé d'attirer beaucoup de chauffeurs en leur faisant miroiter de gros revenus et en même temps en faisant miroiter les clients d'un coût très peu cher de la course. Et il y a eu un dumping très fort avec une forte subvention par le biais d'Uber qui fait que les courses ont été payées à perte. Or, est-ce que l'autorité de la concurrence est donc autosaisie pour intervenir sur cette entorse à la concurrence, me semble-t-il, car il me semble que dans le droit commercial, on n'a pas le droit de vendre un service à perte, et que là, il y avait donc une infraction. Donc l'autorité de la concurrence est-elle saisie à ce sujet? Je vais déjà vous laisser répondre à ces questions, pour commencer. Oui, merci Madame la rapporteure. Alors, je crois que là, la difficulté principale ici, c'est que le droit de la concurrence est assez limitatif en ce que, pour résumer, hein, il sanctionne deux types de pratiques qui sont l'entente et l'abus de position dominante. Je simplifie. Après, il y a toutes sortes de manières de s'entendre et toutes sortes de manières d'abuser de sa position dominante. Mais c'est ça, les deux grandes branches, disons, qui permettent les deux grandes catégories de pratiques anticoncurrentielles. Donc, là, il n'était pas question d'entente. Ça pourrait arriver sur ce marché comme sur d'autres, mais là, c'était pas le sujet. En matière d'abus de position dominante, il faut partir d'une position dominante. Or là, Uber était un acteur entrant,
qui, à l'époque, n'était clairement pas en position dominante sur le marché. Là, j'ai rappelé que l'autorité de la concurrence a toujours distingué deux marchés, le marché de la maraude, on va dire, de la prise où les taxis sont en monopole, et le marché de la réservation, qui est celui qui nous intéresse ici, parce que c'est celui où opère Uber. Donc, j'ai pas de doute qu'à l'époque, Uber n'était pas en position dominante. Je ne sais pas s'il le serait aujourd'hui. Comme on n'a pas d'affaires en cours, il faudrait qu'on le regarde dans le détail, mais il faudrait qu'on tienne compte de la part de marché d'Uber par rapport aux parts de marché des autres acteurs, des autres grands groupes de taxis et des autres petites plateformes qui sont certes plus petites qu'Uber, mais qui ont une part de marché qui est pas ridicule non plus. Il n'y a pas de définition scientifique de la position dominante, ça dépend aussi du comportement des entreprises, mais on peut commencer, si on veut raisonner sur la position dominante, je pense qu'une bonne référence, c'est de regarder si l'entreprise dont on parle a plus de 50% du marché, on va dire. Ensuite, ça peut dépendre aussi des comportements et de la nature du marché. Donc, à l'époque, Uber n'était pas en position dominante, et donc il n'y avait pas de qualification qui aurait pu prospérer en concurrence. C'est pour ça que la DGCCRF devait utiliser ces instruments à elle, qui sont de sa responsabilité, qui sont les pratiques commerciales dommageables, mais qui sont traitées par la DGCCRF, pas par l'autorité de la concurrence. Alors, d'une certaine manière, ça répond aussi à votre deuxième question, car, Madame la rapporteure, car donc, le droit de la concurrence prévoit comprend un concept de prix prédateur. Donc un prix, on a un prix artificiellement bas pour rentrer sur le marché ou pour écarter ses concurrents. Mais la qualification de prix prédateur suppose la position dominante. C'est-à-dire c'est un acteur en position dominante qui va utiliser les profits sous sa rente, puisqu'il est en position dominante, donc il est profitable, qui va utiliser cette position pour maintenir pendant un certain temps des prix prédateurs pour écarter ses concurrents. Donc ça existe, c'est possible. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne de justice qui fixe des critères, qui sont en gros que les prix doivent être inférieurs au coût moyen variable. Ensuite, il y a toute une jurisprudence là-dessus, mais il faut la position dominante. Donc à l'époque, là encore, les critères n'étaient pas remplis. Il faudrait et on n'a pas eu l'occasion de le regarder depuis. Il y a une autre incrimination possible dans le Code du commerce, qui est l'article L425 du Code du commerce, sur les prix abusivement bas, qui n'a jamais été utilisé. Donc là, il n'y a pas de jurisprudence. Voilà. Donc en fait, quand Uber casse les prix, à partir du moment où on ne peut pas démontrer qu'il est à ce moment-là en position dominante, il ne peut pas être poursuivi pour casser les prix. D'accord, au titre du droit de la concurrence. Et quand une société de sous-traitance se retrouve avec des prix cassés par le biais de son donneur d'ordre, parce que c'est un problème qui devient récurrent, notamment dans la livraison, pareil, s'il n'y a pas une position dominante, que se passe-t-il ? Là, il peut y avoir d'autres qualifications. Soit il peut y avoir des réglementations sectorielles. Donc, par exemple, dans l'alimentaire, enfin dans la grande distribution, on voit bien que tout ça va être régi par des règles spécifiques sur les relations producteurs-distributeurs, et qui, dans le domaine dont on parle ici, n'existent pas. Et si on parle des relations avec un distributeur ou un sous-traitant, qui est la question que vous posez, on peut invoquer un autre concept qui existe en droit français de la concurrence, qui est celui d'abus de dépendance, mais qui là aussi n'est pas celui qui aurait été adapté, puisque là on parle d'un comportement vis-à-vis de concurrents, pas vis-à-vis d'un sous-traitant ou d'un détaillant. On a par exemple invoqué l'abus de dépendance récemment dans une décision rendue contre Apple dans le cadre de ses relations avec son réseau de détaillants. Voilà. Mais ça, c'est quand il y a des relations verticales entre un producteur et des distributeurs. Vous dites que concernant Uber ou les plateformes, il n'y a pas forcément entente. Moi, je vois entente sous deux aspects. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, lorsque Uber travaille en fait avec aussi des entreprises de VTC, et pas simplement des chauffeurs VTC autonomes, mais ça peut être des entreprises de VTC, on en compte au moins 55 000. Et de fait, comme il impose un tarif par le biais de la plateforme,
un tarif eurokilométrique unique, on peut estimer que c'est une entente entre Uber et 55 000 entreprises. Donc on est bien sur une entente même de très grande ampleur qui pourrait donc être poursuivie au niveau du droit de la concurrence. Donc, parce que les chauffeurs n'ont pas la possibilité de fixer leurs propres tarifs, donc ils ont beau être sous la présomption d'indépendant en termes de statut, droit du travail, d'ailleurs très fortement contesté, mais ce n'est pas l'objet de cette audition. Ils sont de fait des faux indépendants qui ne peuvent pas fixer eux-mêmes leurs propres tarifs, et donc ils sont pris dans un rapport d'entente imposé par Uber. Donc on pourrait dire que c'est une pratique anticoncurrentielle parce que ça limite la concurrence entre les chauffeurs. Donc première question. Première question. Ensuite, un avis, pas une question. Moi, je trouve qu'en fait, il y a de la concurrence chez les taxis, puisque chaque taxi est concurrentiel de l'autre. Il y a de la concurrence chez les boulangers. Chaque boulanger est concurrentiel d'une autre boulangerie. C'est pas l'arrivée d'un supermarché qui vend du pain qui améliore la qualité de la fabrication de la baguette de pain. Peut-être que le client pourra comparer, mais enfin, je veux dire, en attendant, le boulanger, il va perdre des baguettes de pain qui seront vendues ailleurs. Bon, donc je pense que sur la question du taxi, c'est la même chose. Non, l'autre aspect sur l'entente, question qu'on a posée par ailleurs aussi à la DGCCRF, lorsque Madame Borne, en tant que ministre du Travail, installe l'ARP, l'autorité des relations sociales pour les travailleurs des plateformes et les plateformes, les négociations dans l'ARP aboutissent à un prix minimum de la course. Est-ce que ce n'est pas une entrave à la concurrence? Est-ce que c'est une entente? Quand dit l'autorité de la concurrence, alors certes, ça se fait sous l'égide du gouvernement, de l'exécutif, mais comment vous regardez, vous envisagez cela? Merci Madame la rapporteure. Je vais commencer par votre deuxième question, puis je répondrai ensuite à la première question. Sur la deuxième, est-ce que une négociation salariale ou un accord collectif sous l'égide de l'ARP est une entente? C'est une très bonne question et j'ai regardé d'ailleurs parce que quand l'accord a été publié, je me suis posé cette question. Et le fait que ce soit sous l'égide des pouvoirs publics n'est pas... ça peut être une circonstance atténuante pour les participants, mais ça ne rend pas ça forcément plus appétissant du point de vue de la droit de la concurrence. Mais en l'occurrence, il y a un cadre qui est clair, puisque c'est vrai qu'il y a pu y avoir de l'ambiguïté sur ce genre de négociations paritaires dans le passé, puisque effectivement, c'est des entreprises qui négocient avec d'autres entreprises. Et donc si on applique très strictement, et j'allais dire un peu bêtement, le droit de la concurrence, et donc l'article 101 du traité sur l'Union européenne qui interdit les ententes, ou l'article L421 du Code de commerce, au sens strict, il s'agit d'une entente qui pourrait être condamnable. Néanmoins, il est clair qu'on parle d'entreprises qui sont des entreprises individuelles, et donc on parle aussi de travailleurs indépendants. Je parle des salariés, là je parle des salariés. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension dans le jargon de la concurrence, une dimension horizontale, puisque cet accord implique différentes plateformes ou sociétés de taxi. Et puis, il y a une dimension verticale, puisque ça implique la plateforme et les travailleurs. Donc, c'est deux dimensions différentes. Il est clair que une négociation avec des travailleurs indépendants qui sont aussi des entreprises individuelles ne peut pas être appréciée comme une entente de la même manière qu'une entente entre des acteurs commerciaux. Et donc, oui. Dans l'ARP, il y a aussi les différentes plateformes. Oui, mais alors, oui, tout à fait. Mais la question s'est posée au niveau français et au niveau communautaire de pouvoir qualifier en droit de la concurrence des négociations qui impliquent plusieurs plateformes ou plusieurs entreprises employant des travailleurs indépendants et des travailleurs indépendants qui sont aussi des entreprises individuelles. Et là, quand cette question s'est posée, il y a eu un accord, je crois, assez unanime avec la Commission européenne et l'autorité de la concurrence a participé à ces discussions pour considérer qu'on ne pouvait pas traiter ces accords comme des ententes classiques.
Pourquoi ? Parce que ça implique des entreprises, des entrepreneurs individuels qui sont aussi des travailleurs. Et donc il faut bien qu'il y ait un cadre de relations sociales dans ce secteur, qui sinon ne pourrait pas exister. Et donc la Commission a adopté des lignes directrices relatives à l'application du droit de la concurrence, aux conventions collectives, je lis le titre là, aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés. C'est des lignes directrices de la Commission. L'autorité de la concurrence a participé à leur élaboration. Et il y a maintenant, comme vous le savez, une proposition de directive du Parlement et du Conseil sur les travailleurs des plateformes, avec la présomption de salariat. Voilà. Et tout ça me paraît absolument justifié. Il me paraît complètement justifié de sortir ça, si vous voulez, du droit de la concurrence, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre de relations sociales dans ce secteur. Donc une négociation dans le cadre de l'ARP entre les plateformes et les travailleurs indépendants, mais qui peut inclure plusieurs plateformes, et les travailleurs indépendants, et qui est assimilable à un accord collectif sectoriel, par exemple sur des conditions salariales, me paraît... La question ne s'est pas posée juridiquement, donc là je parle presque à titre plus personnel, que l'autorité n'a pas écrit sur le sujet, mais il me semble que ça rentre tout à fait dans le cadre de ces lignes directrices de la Commission, et donc que ça n'a rien de condamnable du point de vue du droit de la concurrence. Voilà. Et ma première question sur les VTC entre eux, alors ? Alors, les VTC, votre première question, c'était sur les relations entre Uber et les VTC. Est-ce que c'est un... Ouais. Et c'est salarié, quoi. Il y avait 55 000 sociétés de VTC, donc pas Ouais. simplement les indépendants, mais ceux Ouais. qui, en fait, ont des sociétés de VTC. Oui. Alors, il y a deux concepts qui pourraient éventuellement être applicables. Il y a celui d'abus de dépendance dont j'ai parlé, mais pour ça, il faut être en position dominante. Donc, je renvoie toujours au même concept. Donc, il faudrait pouvoir établir qu'Uber est en position dominante sur ce marché. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faudrait qu'on regarde dans le détail. Il y a des grandes entreprises de taxi. Non, il n'y a pas de secteur VTC. C'est le secteur. Voilà, non, ça c'est très important. La manière dont on raisonne en concurrence, c'est qu'on a identifié un marché qui est celui des transports de personnes sur réservation. Et donc Uber est sur le même marché que G7 et que, je ne vais pas donner des noms de marques ici, que différentes plateformes. Uber n'est pas seul sur ce marché. Et donc il serait à démontrer qu'Uber est en position dominante. Il y a un autre concept qui pourrait éventuellement être mobilisé, c'est celui d'abus d'exploitation. J'avoue que ça n'a jamais été fait. Et donc l'autorité de la concurrence, pour être clair sur ces questions donc contentieuses, n'a jamais reçu de plainte dans le secteur des VTC. Et en réalité, la seule décision que j'ai identifiée, contentieuse, que j'ai identifiée dans le secteur des transports de personnes, c'était contre les taxis, en l'occurrence, avec en 2019 une sanction de 75 000 € contre un GIE de radiotaxi pour avoir institué des motifs d'exclusion pour que les adhérents à ce GIE ne puissent pas développer eux-mêmes une activité de LOTI ou de VTC. Donc c'est la seule décision contentieuse dans ce domaine, et elle est contre une société de taxi. Si on était saisi, on est là, nous on est là pour tout regarder, donc il n'y a pas d'a priori. Et le mécanisme de saisine, ce sont des concurrents généralement qui viennent vous saisir, qui viennent porter plainte. Ça peut être des concurrents qui portent plainte, ça peut être la DGCCRF qui mène une enquête et qui considère que ça relève plus du droit de la concurrence que du droit des pratiques restrictives de concurrence. Et on peut aussi s'autosaisir, mais sur la base d'indices qu'on devrait recevoir ou observer. Oui. J'avoue, j'ai pas lu tous les avis. C'est mal. Mais on va devoir s'y mettre parce que du coup, peut-être que mes questions auront leur réponse à la simple lecture. Hein. Mais il y avait quand même un certain espoir à un moment donné qui avait été soulevé lorsque la start-up d'État avait créé... lorsqu'il y avait d'abord la question de l'open data dans la loi Grand-Guillaume, même si ça a mis très longtemps avant que l'article 2 et ces décrets, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit effectif, parce qu'aujourd'hui il n'y a toujours pas accès à ces données, donc
Pour l'instant, la loi Grand-Guillaume n'est pas appliquée. Mais moi, je voudrais votre avis concernant la plateforme Le Taxi, parce que la plateforme de Le Taxi devait permettre à des applications de se mettre en place. Alors déjà, je n'ai pas compris, est-ce que c'était un choix politique de ne pas faire une seule application parapublique qui aurait pu être co-gérée par les représentants d'organisations de taxi, mais ça aurait pu permettre du coup à ce secteur-là d'utiliser le numérique au même niveau qu'Uber, quasiment. Enfin bon, sauf que Uber est planétaire et l'appli aurait été que nationale. Mais enfin, déjà plus intéressant. Est-ce que c'est simplement le lobby de la centrale d'appel G7 qui n'avait pas intérêt à une telle à perdre son avantage dans le secteur, ou est-ce que vous avez rendu des avis sur d'autres aspects du problème? Enfin voilà. À écouter votre question, Madame la rapporteure, je pense qu'on est assez d'accord. C'est-à-dire que l'article 2 de la loi Grand-Guillaume prévoyait un dispositif très ambitieux de collecte de données. Alors donc, dans son avis que j'ai très brièvement cité tout à l'heure, c'est l'avis du 23 octobre 2018 de l'autorité de la concurrence. L'autorité s'est prononcée sur un décret d'application de cet article 2 en rappelant l'importance de ce dispositif de production et d'accès aux données et en rappelant l'importance d'avoir les mêmes obligations pour l'ensemble de la profession pour pouvoir assurer un accès égal aux données. Et l'autorité avait également recommandé de préciser dans les textes le degré d'agrégation des données, les méthodes de publication des données, etc. Bon, tout ça n'a pas été suivi. Et effectivement, donc là, je parle d'un avis d'octobre 2018, et la collecte de ces données n'a débuté en réalité qu'en 2022. Donc voilà, ça va peut-être s'améliorer, mais on est au tout début de ce processus. Et l'autorité de la concurrence soutient absolument l'idée qu'il faut un dispositif de collecte de données le plus ouvert possible pour permettre à tous les acteurs d'être sur un plan d'égalité. Oui, oui. Et tout ça a été beaucoup trop long. Ouais. Alors comment justement expliquez-vous que ce soit si long, puisque on a vraiment le sentiment que la loi Grand-Guillaume beaucoup veulent la torpiller, ne veulent pas lui permettre d'être effective. Comment vous expliquez cela? Les freins politiques de son application, mais ou les freins d'autres ordres, d'autres intérêts, une autre interprétation de la concurrence? Moi, j'ai pas d'avis sur les freins politiques, mais chaque fois qu'un secteur est en phase d'ouverture à la concurrence, l'accès aux données est un enjeu stratégique et les acteurs en place, et là je ne parle pas seulement des acteurs historiques, mais éventuellement des acteurs qui sont rentrés un peu plus tôt que d'autres, ont évidemment à cœur de protéger leurs données et de ne pas les partager. C'est encore plus vrai, ça a toujours été vrai dans tous les processus d'ouverture à la concurrence dans les industries de réseau. D'ailleurs, l'autorité de la concurrence a pris plusieurs décisions historiquement pour forcer les opérateurs à partager leurs données. Il y a eu une décision sur Engie, donc sur Gaz de France à l'époque, en 2014. Et on a même l'an dernier pris une décision similaire vis-à-vis d'EDF pour forcer les opérateurs en place à partager leurs données. C'est encore plus important maintenant que la donnée a une valeur économique et la base permettant de fournir un certain nombre de services qui peuvent être valorisés économiquement. Donc c'est malheureusement, c'est pas une excuse, mais c'est malheureusement quelque chose qu'on observe toujours en phase d'ouverture à la concurrence et qui nécessite une action réglementaire pour obliger le partage des données. Action qui n'a pas lieu aujourd'hui. Et cette question des données, elle est par ailleurs centrale dans l'économie numérique. Et c'est un enjeu des plateformes. Je pense que les plateformes ont sans doute beaucoup plus d'enjeux, un, dans la levée de fonds, deux, dans la captation des données, que dans le profit en tant que tel du service rendu. Est-ce que vous avez déjà eu à traiter d'abus de position dominante liés à la mise en œuvre ou à un défaut de mise en œuvre du RGPD par les plateformes, qui est un autre aspect du problème des données?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que le respect du RGPD n'est pas de la compétence de l'autorité de la concurrence, mais de la CNIL. En revanche, l'accès aux données est un enjeu de concurrence. Donc, il y a une série de décisions historiques de l'autorité dans le domaine des industries de réseau. J'ai mentionné Engie ou EDF. On a pris l'an dernier 2 décisions qui sont des décisions d'engagement, donc pas de sanctions, mais où les entreprises ont pris un certain nombre d'engagements, l'une vis-à-vis de Meta, l'autre vis-à-vis de Google. Dans Google, c'était pour le respect des droits voisins des éditeurs de presse, où les engagements qui ont été âprement négociés avec nous, et qu'on a donc notre décision consistant à les rendre obligatoires. Les engagements de Google consistent notamment en des engagements de partage d'informations et de données avec les éditeurs de presse pour leur permettre de valoriser les articles qui sont postés sur le moteur de recherche. Le point de départ étant que Google avait décidé que la valeur de ces articles serait de 0, donc qui ne donnerait rien aux éditeurs de presse. Ce qui violait non seulement le droit de la concurrence, mais aussi le droit du copyright et la directive sur les droits voisins. Donc tout ça a été restauré. Et on a une autre décision sur Meta, où il y a des engagements de restaurer l'équité dans l'accès aux inventaires publicitaires de Meta. Donc il s'agit à chaque fois de domaines différents, les droits de la presse, les inventaires publicitaires. On a un 3e dossier qui est en cours d'instruction, donc je ne peux pas en parler sur le fond, mais qui concerne Apple et qui concerne la manière dont, dans le magasin d'applications d'Apple, les applications demandent le consentement des utilisateurs pour partager leurs données personnelles. La question étant de savoir si la manière dont Apple a formalisé cette demande de consentement désavantage les applications tierces sur le magasin d'applications par rapport aux applications d'Apple, et donc créerait une distorsion de concurrence. Donc oui, l'accès aux données, c'est au cœur de la concurrence, et j'anticipe que dans beaucoup de grands cas d'abus de position dominante vis-à-vis de plateformes numériques, l'accès aux données sera central à l'avenir. Ça va continuer au niveau français et au niveau européen. Merci. Je révise avec joie mes cours de droit de la concurrence et de droit communautaire, où j'avais d'ailleurs un excellent professeur qui est maintenant président de la commission des affaires étrangères de notre Assemblée. Il me semble qu'il y a plusieurs critères dans le droit de la concurrence. Il y a la nature concurrentielle, évidemment, d'un marché. Il y a l'intérêt du consommateur selon les pays, selon les autorités de concurrence. Il y a différents critères qui peuvent être retenus. Et justement, sur cette question de l'intérêt du consommateur que vous avez mentionné à plusieurs reprises, là, au-delà des différents cas que vous avez eu à traiter, je serais intéressé d'avoir votre avis de président de l'autorité de la concurrence. Est-ce que la structuration du marché aujourd'hui, avec ces nouveaux acteurs qui sont rentrés dans des conditions conflictuelles, c'est tout l'objet de notre commission d'enquête, mais est-ce que la structuration du marché aujourd'hui vous paraît être plus bénéfique aux consommateurs qu'elle ne l'était il y a 10 ans, par exemple, avant, ou un peu plus de 10 ans, avant l'arrivée de ces VTC? Alors la réponse en un mot, Monsieur le Président, est oui, mais avec peut-être des nuances. Oui, parce que je pense que tout le sens de tout ce qu'a dit l'autorité de la concurrence non seulement depuis 2013, mais même bien avant, c'était que le marché des taxis était trop fermé, qu'il n'y avait pas assez de taxis, c'était déjà dans le rapport Armand-Rueff, et qu'il fallait ouvrir à la concurrence pour le bénéfice de l'utilisateur. Après, si vous me demandez si la situation maintenant est parfaite, je n'en sais rien. Le fait qu'on n'a pas été saisi au contentieux sur ce marché, sauf le cas particulier que j'ai mentionné, suggère qu'il n'y a pas de problème majeur, parce que sinon ils savent très bien qu'on est là et ils viendraient nous saisir. Ça révèle aussi peut-être que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les instruments du droit de la concurrence ne sont pas forcément adaptés à certaines des situations qu'on rencontre, puisque notamment la position dominante est un critère important. Il y a des points d'amélioration. On a mentionné par exemple l'accès aux données, qui est clairement un point d'amélioration important. Je ne maîtrise absolument pas le droit de la concurrence. Je n'ai pas eu le professeur que Monsieur le Président a pu avoir. Je pense pour autant avoir toujours entendu
les chauffeurs de taxi se plaindre d'une concurrence déloyale et estimer que eux sont soumis à une réglementation voilà, stricte, qui n'est pas du tout la même que celles qui travaillent pour les plateformes type Uber et autres, et qui donc ils ne sont pas contraints à la même politique tarifaire, ils ne sont pas contraints, même casier judiciaire, ils ne sont pas contraints à devoir payer la même chose pour une licence quand elle était avant d'y avoir accès, et encore faudrait-il qu'il puisse y avoir accès avec ce qui vient d'être voté dans la loi l'homme à la licence non cessible, pardon. Donc je pense qu'il y a vraiment une particularité du droit de la concurrence sur les précisions que vous nous avez données sur les positions dominantes, parce que qui explique l'absence de saisie pour contentieux sur cette problématique-là, parce que c'est un secteur toujours en forte tension. J'aurais sans doute d'autres questions à vous transmettre, mais je vous transmettrai peut-être par écrit, parce que je m'interroge quand même beaucoup sur l'impact de l'ubérisation, qui maintenant se développe bien au-delà des seuls livreurs et chauffeurs VTC, à plein d'autres secteurs, et donc modifie complètement le rapport à la concurrence dans plein de domaines. Et j'aurais aimé savoir voilà, quels sont à un moment donné les domaines où vous avez pu soit être saisi, soit vous autosaisir. Mais je vous le ferai sans doute par envoi de questions au titre de rapporteur de la commission. Mais écoutez, donc on aura d'autres questions et peut-être d'autres demandes de documents effectivement à vous faire parvenir. Dans l'intervalle, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre disponibilité. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci et je suis à votre disposition si vous avez des questions écrites.